à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à La Une ce soir. 17 novembre, commémoration de la fête de la Renaissance de toute une nation, deuxième jour des Trois Glorieuses, 3 jours de fête que le Maroc indépendant a immortalisé pour mémoriser l'épopée de l'indépendance grâce à la symbiose entre le trône et le peuple. 65 ans se sont écoulés depuis l'histoire du pays. La zone dit tampon, prolongeant le poste frontière de Guerguerat jusqu'à la frontière mauritanienne, baigne désormais et depuis vendredi dernier dans le calme et la sérénité et permet la libre circulation des biens et des marchandises. À suivre dans ce journal le reportage de nos envoyés spéciaux. Les actions de solidarité fusent de partout dans un contexte pandémique difficile. Nous le verrons à Oujda où l'Ordre des médecins, en partenariat avec le Haut Commissariat aux réfugiés, prête main forte à ceux qui se trouvent en situation de précarité. Mais d'abord ce communiqué du cabinet royal. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu hier un appel téléphonique de son frère, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar. Lors de cet appel, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani a salué les décisions prises par Sa Majesté le Roi pour rétablir la situation dans la région d'El Guerguerat, au Sahara marocain, et a félicité le souverain pour les résultats positifs de ces décisions qui ont permis la réouverture du passage pour une circulation sûre des personnes et des biens. Son Altesse a également exprimé son soutien au royaume dans les mesures qu'il entreprend pour la défense de la sécurité de ses territoires et ses citoyens. Et pour sa part, Sa Majesté le Roi a salué la décision de son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani d'organiser des élections directes des membres du Conseil de la Choura au cours de l'année prochaine, considérant que ce pas important est en harmonie avec les choix constitutionnels de l'État du Qatar frère et constitue un nouveau jalon dans le processus de développement et de modernisation mené avec sagesse par son Altesse. Le 17 novembre 1955, une date phare dans l'histoire du royaume. C'est en effet le deuxième jour des Trois Glorieuses, commémoratif du 65e anniversaire de l'indépendance. Hier, on commémorait le premier jour des Trois Glorieuses, la fête du retour qui symbolise le retour triomphal de feu Sa Majesté Mohammed V et de la famille royale au pays après l'exil forcé. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Renaissance, symbole d'un Maroc indépendant qui reprenait son destin en main après l'affranchissement du joug de l'occupation. Évocation, Mohamed Elishkar. Le Maroc est en droit de s'enorgueillir de ses Trois Glorieuses, les 16, 17 et 18 novembre, avec le retour triomphal à Rabat de feu Sa Majesté le Roi Mohammed V, après près de 27 mois d'exil forcé à Madagascar par la puissance coloniale de l'époque. Une épopée qui trouvera toute sa signification dans un message aussi fort que mobilisateur de feu Sa Majesté le Roi Mohammed V, justement à son retour d'exil. Feu Sa Majesté le Roi disait se réjouir d'annoncer la fin du régime de tutelle et du protectorat et l'avènement de la liberté et de l'indépendance. Véritable feuille de route, le premier discours de l'indépendance prononcé par Feu Sa Majesté Mohammed V donnera le coup d'envoi et la force nécessaire à l'engagement de toute une nation dans le processus de construction d'un Maroc moderne et libre. Les Trois Glorieuses sont la continuité de la grande épopée de la révolution du roi et du peuple, pour laquelle a été versé du sang marocain dès 1953 dans un élan mobilisateur du peuple marocain et de son sultan, Sidi Mohammed Ben Youssef, pour que le Maroc recouvre sa souveraineté, retrouve sa dignité de toujours et son intégrité territoriale. D'ailleurs, à peine 14 ans après l'indépendance, ce fut la poursuite avec doigté de l'unité territoriale, avec la récupération de Sidi Ifni en 1969. Et ce même esprit des Trois Glorieuses produira 6 ans plus tard la plus grande marche pacifique inédite de toute l'histoire des nations au nom de la liberté et de la dignité humaine. La marche verte, qui permettra au Maroc de recouvrer sa souveraineté juridique et historique sur son Sahara, ses provinces du Sud. D'ailleurs, tous les écrits d'histoire, d'anthropologie et de géopolitique témoignent de l'existence de relations fortes et palpables entre le Maroc et son Sahara. 4 ans après la marche verte, c'est la province d'Oued Dahab qui regagne la mère patrie. C'était le 14 août 1979. Et aujourd'hui donc, c'est toute cette histoire de recouvrement
par le Royaume du Maroc de sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire que le peuple marocain célèbre le 65e anniversaire de la fête de l'indépendance, une date phare, indélébile, gravée dans les annales de l'histoire du royaume, une épopée qui demeurera à jamais un grand moment pour rendre hommage à la symbiose réelle et exemplaire entre le peuple marocain et le trône alaouite. Au poste frontière de la zone tampon de Guelguerat, la vie reprend son cours normal après l'opération menée par les forces armées royales. La circulation des civils et le transport des marchandises entre le Maroc et la Mauritanie est rétabli. Regardez ce reportage réalisé ce matin par nos envoyés spéciaux sur place. Abdelghani Jbar et Abdelfatah Zouine ont rencontré des routiers soulagés par cet heureux dénouement. Un sujet commenté par Nisri El Hamdaoui. Le calme règne dans le poste frontalier d'El Guerguerat et la zone dite tampon qui le prolonge au sud-ouest du Sahara marocain. Du côté des camionneurs, ce n'est pas encore l'heure du réveil. Après une longue nuit de route depuis Ouazen, Selman Belmlih s'apprête à peine à entamer sa nouvelle journée de routier. L'homme semble avoir passé une nuit sereine, ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines. 3 jours après l'intervention des forces armées royales, le souverain rappelle que le royaume a pris ses responsabilités après l'échec des tentatives lancées par Antonio Guterres et réaffirme l'attachement du royaume au cessez-le-feu. En allumant son poste radio, Selman tombe sur un titre d'actualité qui le concerne de près. Sur place, dans la zone tampon, le trafic a repris normalement. Sur ces événements, Selman en sait quelque chose. Le chef de la diplomatie américaine. Auparavant, traverser la zone tampon jusqu'à la frontière mauritanienne était pour nous un vrai parcours du combattant. Les milices du Polisario ne cessaient de nous barrer la route et de s'adonner à de nombreux actes provocateurs. Certains de nos compagnons de route se faisaient même agresser par ces bandits. Grâce à l'intervention sur ordre de Sa Majesté le Roi de nos forces armées royales, les camions circulent sans problème. Selman n'est pas le seul routier à avoir des choses à raconter sur la situation qui prévalait au poste frontalier d'El Guerguerat. Cet homme qui est en train de prendre en toute quiétude son petit déjeuner se souvient du jour de son blocage à mi-chemin. Je faisais partie des camionneurs bloqués de l'autre côté de la frontière durant 1 mois et 5 jours. Lorsqu'on a enfin pu rentrer, mes compagnons de route souriaient. Moi, je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'était des larmes de joie. L'émotion était très forte. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Vive le roi et chapeau à nos forces armées royales mobilisées jour et nuit. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la vie de tous les jours reprend ses droits. Le climat de sécurité qui y règne impacte positivement l'activité, hôtels, cafés et commerces. Nous avions traversé des moments difficiles. La route était bloquée. Mais à présent, les choses sont rentrées dans l'ordre. Notre activité a repris et nos clients sont de retour. Cette stabilité a boosté un peu l'activité commerciale, surtout après un arrêt forcé dû à la pandémie et aux événements qui avaient eu lieu au niveau d'El Guerguerat. Les chassés croisés des poids lourds reprennent de plus belle. La vie va tout naturellement son train sur cette région du Sahara marocain. L'opération de sécurisation menée par nos forces armées royales sur haute instruction royale est partout saluée et soutenue. Dernière réaction en date, celle d'abord de la France qui salue l'attachement du Maroc au cessez-le-feu. La porte-parole du Quai d'Orsay déclare que le cessez-le-feu doit être préservé, de même que le processus politique doit être relancé dans le cadre des Nations Unies. Pour sa part, le gouvernement somalien se tient également aux côtés du Maroc dans l'ensemble des mesures qu'il entreprend pour protéger sa sécurité et sa souveraineté sur ses territoires, à travers l'intervention du Royaume pour établir la libre circulation civile et commerciale au niveau du poste frontière d'El Guerguerat. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère somalien des Affaires étrangères. Autre réaction, celle du gouvernement de la République de Zambie qui salue
et je cite, l'action pacifique et décisive prise par le Maroc pour assurer la libre circulation des marchandises et des personnes dans la zone tampon de Guelgueret. Un communiqué du ministère zambien des Affaires étrangères publié aujourd'hui souligne, je cite, le gouvernement de la Zambie soutient pleinement la libre circulation du trafic commercial civil dans cet important corridor, souligne le ministère, notant suivre avec une profonde inquiétude les évolutions émanant de la zone tampon. Le ministère zambien des Affaires étrangères a également réitéré son soutien et sa reconnaissance de l'intégrité territoriale du royaume. Notons également ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés de la République de Guinée-Bissau qui dit suivre avec une très grande préoccupation l'évolution de la situation sécuritaire dans la zone de Guelgueret, encourageant l'action du Maroc pour la stabilisation pacifique de Guelgueret en vue d'éviter l'affrontement, tout en envisageant le retour le plus rapide à la voie des négociations pour la résolution de la crise. Enfin, ce communiqué de l'Union parlementaire arabe qui a exprimé son soutien aux mesures prises par le Royaume pour garantir la libre circulation des personnes et des biens dans le poste frontière de Guelgueret. À présent, le bulletin quotidien des indicateurs de la situation épidémiologique. 5415 nouvelles infections enregistrées ces dernières 24 heures. Le total des cas actifs dépasse désormais les 49 000, dont 1048 cas graves et critiques. 91 de plus qu'hier. Plus de 540 patients sont en soins intensifs et en réanimation, dont 447 sous respiration artificielle et 95 sous intubation. Une situation épidémiologique, somme toute, toujours alarmante. Et en cette période de pandémie doublée du risque d'affaiblissement immunitaire dû au changement de saison, l'heure est plus que jamais au renforcement du système immunitaire. Un régime alimentaire avec un riche apport nutritionnel en vitamine C, en zinc ou encore en vitamine D est des plus recommandés. Nous verrons comment dans ce reportage à Tétouan de Fena Chakela Alaoui Abdelaali Gnouni, Mounia Marouche. Renforcer son immunité à l'heure du Covid-19, c'est le sujet du jour. Il défraie la chronique et revient dans toutes les discussions. Et ce n'est pas pour rien, car pour faire face au virus, il faut donner un coup de pouce à ses défenses immunitaires et chacun a ses propres astuces. Les poissons sont riches en oméga 3. Ils sont excellents pour notre organisme et ils boostent notre système immunitaire. Pourtant, ils ne sont pas à la portée de tous, car le prix de certaines espèces reste relativement élevé. Il faut réduire la consommation des produits industriels et opter pour les fruits et les légumes frais, comme la grenade, la fraise et la betterave. Nous en avons particulièrement besoin en ce moment pour combattre le virus. Si notre système immunitaire dépend de notre assiette, d'autres facteurs peuvent également l'influencer. Il faut certes adopter une alimentation équilibrée et choisir les aliments qui renforcent l'immunité, mais il faut également pratiquer une activité sportive régulière durant 30 minutes quotidiennement, boire 1,5 litre d'eau par jour, sans oublier de dormir 8 heures par nuit et d'essayer de vivre sans stress. Donc adopter un mode de vie sain et surtout appliquer les gestes barrières, c'est barrer la route au Covid-19. Et en ces temps difficiles, les initiatives humaines et solidaires ne tarissent pas. À Oujda, par exemple, le Conseil national de l'Ordre des médecins de la région, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, œuvre pour venir en aide à ces personnes en situation de précarité. Des soins et des interventions chirurgicales leur sont prodigués. Mohamed Bellaoui, Rachid Latabi et Oumay Marami. Assaad Saadi, la soixantaine, ce réfugié syrien élu pour pays hôte, le Maroc, plus précisément la ville d'Oujda. Atteint d'une cataracte et de quelques complications de santé, ce sexagénaire s'est rendu à une clinique privée de la capitale de l'Oriental pour recevoir les soins nécessaires. Je souffre d'un trouble de la vision et d'autres légers problèmes de santé. Dans ce centre, j'ai reçu tous les soins nécessaires. Mon mari souffre énormément de son trouble de la vision. Nous avons consulté des cliniques. Le prix de l'opération était très exorbitant. Nous nous sommes donc dirigés vers la Ligue des médecins de l'Oriental. Ils nous ont énormément aidés.
Une première, car Assaad est le premier patient d'une longue liste de personnes auxquelles vient en aide l'ordre des médecins de la ville. Une équipe expérimentée avec une fibre humaine inégalable. Nous faisons tout ce qui est en notre possible pour venir en aide à ces personnes. C'est un devoir humain avant tout. Nous devons d'être solidaires avec les personnes venues trouver refuge sous nos cieux. Nous remercions les cliniques privées de la ville pour leur étroite collaboration. Sans elles, rien de cela n'aurait pu se concrétiser. Après cette première réussite, nous aspirons à développer encore plus notre champ d'intervention et à augmenter la cadence des campagnes médicales à une par mois. Un bel élan de solidarité ancré dans les principes, car depuis 2013, le Maroc accueille des migrants et des réfugiés ayant fui les combats en Syrie et leur prodigue gratuitement soins et suivi médical. Direction Tiznit, où l'heure est à la récolte et à la trituration des olives. L'olivier est d'ailleurs la principale filière fruitière cultivée au Maroc. Elle représente 67% de la seule arboricole nationale. Parmi les principales zones de production, Meknès Safilelt, Marrakech Safi ou encore Souss Massa, dont cette dernière justement est au niveau de la province de Tiznit. La superficie cultivée est de 1800 hectares. Reportage Hijib Tamek Samer Baraka, commentaire Zakaria Mokhinbillah. Nous sommes dans la commune territoriale Ouled Jarrar, province de Tiznit. En cette période, la récolte des olives bat son plein. Une part importante de la récolte est orientée vers la trituration. La province compte plus de 20 unités traditionnelles de production d'huile d'olive. Il y a des clients qui optent pour la trituration dans des unités traditionnelles, disponibles en nombre d'ouar hydre. Chaque jour, on obtient 6 à 8 litres par quintal, au niveau de chaque unité, selon qu'on utilise 1 ou 3 moulins à olive. Au niveau de la province, la filière oléicole occupe une place de choix en termes de production et de valeur ajoutée. La superficie cultivée d'oliviers est en constante progression. L'irrigation se fait avec des procédés modernes afin d'améliorer le rendement et la qualité. Dans le cadre du plan Maroc vert, nous avons entrepris la plantation de 1800 hectares d'oliviers. 1200 hectares sont équipés d'un système d'irrigation au goutte à goutte et de l'énergie solaire pour le pompage de l'eau. L'objectif étant de développer la filière et de favoriser les conditions de sa prospérité. Et afin de valoriser le produit, des unités modernes de trituration d'olives sont en cours de réalisation dans les communes territoriales Aglou dans le périmètre de Tiznit et à Menasafraout. Sport football, les Lions de l'Atlas décrochent presque leur ticket de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2021. À Yaoundé, au Cameroun, la sélection nationale de football a dominé son homologue centrafricaine. Les Fauves du Bangui par 2-0. But signé Hakim Ziyech, Youssef Nsairi. Les Lions de l'Atlas s'emparent ainsi du fauteuil de leader de cette poule. Le groupe E avec 10 points. Et encore 2 matchs à jouer, un classement synonyme de qualification. Les Lions de l'Atlas n'ont plus besoin que d'un seul point pour se qualifier. Ce sont, sans conteste, une des plus belles et des plus belles impressionnantes gorges du sud-est marocain. Je vous parle des gorges de Boulmended dans la province de Tinrir, des falaises aux teintes rouges et ocre qui font le bonheur des touristes. En temps de pandémie, ce n'est pas véritablement le rush, mais les professionnels du tourisme s'attendent à des jours meilleurs. Reportage Hassan Tabahi, Fouad Lahrash, commentaire Nisrina Obstar. Le ciel est bleu et dégagé. Le contraste avec le rouge brique des gorges est éblouissant. Le calme est absolu. Le décor est digne d'un fantastique film hollywoodien. Bienvenue dans les Moroccan Canyons. Ces gorges ont déjà été les plateaux de tournage pour de grands films américains. Pour ne citer que le classique de Clint Eastwood, Le Diamant du Nil. Ici, les routes sont très sinueuses. Elles se dressent comme un labyrinthe mystérieux et sans fin. Il faut outrepasser sa phobie du vertige et des virages pour s'y aventurer. Ces jeunes safiotes y parviennent. L'aventure, ils ont préféré la vivre à vélo. Hicham, celui en première ligne, a lâché le guidon de la petite reine, le temps de nous donner ses impressions. Il est complètement séduit.
Je viens d'entamer un périple dans la région avec un groupe d'amis. Ce que nous avons jusqu'ici découvert nous plaît beaucoup. Ces gorges sont d'une extrême beauté. L'hospitalité des locaux fait également le charme de cette région. Pendant que Hicham et ses copains poursuivent leur pérégrination sur ce fabuleux circuit, nous sommes partis à la rencontre de quelques locaux. Ils nous ont été très bons guides. La région est connue pour ses nombreux atouts qui ne laissent personne de marbre. Regardez-moi ces paysages époustouflants. Ça attire des visiteurs des quatre coins du monde. Certains viennent ici pour des activités outdoors et d'autres pour s'accorder des moments de répit et de sérénité. Bref, chacun y trouve son compte. La destination doit sa renommée à sa belle nature, mais aussi à une offre touristique qui convient à toutes les bourses. Une offre qui s'adapte aussi au contexte lié au Covid-19. L'activité se réanime peu à peu avec l'arrivée de quelques touristes locaux et étrangers. Cette reprise nous met bien sûr du baume au cœur. Vivement la fin de cette crise sanitaire et le retour de la foule des grands jours, car la région mérite vraiment d'être découverte et redécouverte. La région vaut effectivement le détour. Elle fait partie de celles que l'on quitte, le cœur serré. Des paysages au goût d'ailleurs et surtout d'autrefois. Décidément, le meilleur antidote au stress et au vacarme citadin. La bonne destination aussi pour booster son immunité à l'ère du Covid. Faites-vous plaisir donc. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info de retour à 21h avec Mohamed Reda Labidi. À demain.